Salam alaikum, Azul, bonsoir. On a toujours tendance à charger le régime et le régime seul de toutes les turpitudes, de tous les crimes et de tout ce que nous endurons. Et nous nous exemptons nous-mêmes de la moindre responsabilité de ce que nous subissons. Le coup d'État de 1992 avait provoqué une tragédie indicible. 1/4 million de morts, 20 000 disparus, des viols, la torture instituée en règle systématique d'interrogatoire, mais aussi de terreur, sans compter toute la cohorte de malheurs connexes qui ont brisé la vie de millions de personnes. Il ne fait pas de doute que la responsabilité doit en être imputée aux généraux putschistes. Mais sont-ils les seuls responsables? Ont-ils massacré de leurs mains ces dizaines de milliers d'hommes, de femmes, d'enfants? Ont-ils arraché eux-mêmes ces 20 000 personnes des bras de leurs proches en pleine nuit? Et les ont-ils eux-mêmes fait disparaître? Ont-ils, ces généraux, eux-mêmes torturé de leurs propres mains ces centaines de milliers de malheureux? Ont-ils violé eux-mêmes les pauvres êtres brisés qui étaient dans leur geôle? Et lorsqu'ils ont voulu faire passer Bouteflika, 4 mandats successifs, sont-ce eux-mêmes qui étaient à la manœuvre de la fraude dans les 53 000 bureaux de vote, à tripatouiller dans les urnes? Non, bien sûr. On ne connaît pas l'histoire d'un seul général qui ait tué, violé ou torturé lui-même une seule victime. On ne sait pas. Ça s'est peut-être produit, mais on ne connaît pas d'histoire de généraux qui se soient mis à la tâche directement, qui ait mis les mains dans le cambouis, comme on dit. On ne connaît pas l'histoire d'un général qui ait bourré lui-même les urnes. On ne connaît pas l'histoire d'un seul général qui se soit introduit de nuit dans le domicile d'une famille pour lui arracher un des siens et le faire disparaître à jamais. Ils se sont contentés de suggérer des pratiques. L'excès de zèle des nervis allait faire le reste, faire le sale boulot. Tous ces crimes ont été commis par les plus frustes des fils du peuple. Policiers, gendarmes, militaires, tous issus des couches les plus défavorisées de la société. Ce sont eux qui ont tué, qui ont torturé, qui ont violé, qui ont enlevé des citoyens de leur domicile, qui ont trafiqué les élections avec la plupart des fonctionnaires des petites et des grandes communes. Certains parmi eux, très rares, étaient des responsables, des officiers. Et leurs meilleurs complices, leurs meilleurs comparses, qui faisaient écran de fumée, qui tuaient aussi, qui torturaient, qui violaient aussi, étaient des terroristes dits islamistes. Eux aussi issus des catégories les plus pauvres de la société. Il en est de même des pseudo-intellectuels qui ont fait en sorte que le carnage se passe à huis clos, au prétexte qu'on ne fait pas de guerre avec des gants blancs. Et il en est de même de ces journalistes qui ont procédé de la plus basse propagande pour couvrir le carnage des innocents. Le mal est donc en nous, sorti de nos flancs. Et ces exécutants qui croient servir leurs sordides intérêts en se faisant les pitbulls du maître sont la principale cause de notre malheur, de notre situation, du sort affreux qui nous est fait pour les piètres miettes qui leur sont jetées par le maître ou qui leur tombent de la table du maître. C'est toujours le cas aujourd'hui, encore plus que jamais. Et c'est d'autant plus dommageable que les enjeux sont énormes
parce qu'il est désormais une question de vie ou de mort de toute une nation. Que serait la force de ceux qui tiennent le pays aujourd'hui si ce n'était la mobilisation de leurs relais, de leurs nervis, de leurs mercenaires, de leurs baltagia, de leur clientèle, de leurs doubeb, tous issus du peuple, tous issus de la société et de ces catégories les plus basses, les plus défavorisées. Leur véritable armée à ces gens qui tiennent le pays n'est pas l'armée, celle qui est dans les casernes, mais ces centaines de milliers d'hommes et de femmes hybrides, mi-souris, mi-oiseaux, comme autant de chauves-souris, qui ont toutes les caractéristiques du citoyen populaire, du citoyen lambda, mais qui sont le rempart du régime contre leur propre peuple. Nombreux parmi eux ont été enrôlés pour le seul critère de la naïveté, qui confondent régime et patrie, et qui avalent goulûment tout ce qu'on leur sert de basse propagande. C'est sur ces cohortes grises, endoctrinées, gavées de mensonges ou alléchées par le cachir habituel que le régime utilise pour parasiter la contestation, pour semer le doute, faire croire que le peuple n'est pas unanime à rejeter ceux qui ont infesté son pays. Ce sont ces gens qu'il faut démasquer, qu'il faut isoler, ou mieux encore, ou plus charitable encore, qu'il faut récupérer, qu'il faut dessiller, si tant est qu'ils ne sont pas irrémédiablement irrécupérables. يما كتري من داوي ولادك راهم خارجين يمشيو على الحرية يما ولادك متحضرين طالبين ديمقراطية هاك الورد زيد الياسمين في مسيرة سلمية عالتغيير معولين اليوم الشعبي ليبري ليبري عشرة والسيستم ما فهموش كوتسيزو يجيبها بارا ويماركي ما تحقروش 10 سنين تدمر 10 والو مازال ما شبعتوش وبربي هاد المرة والو ناضي ما تفوتوش الشعبي ليبري ليبري الجيري ليبري 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 الجيري الشعبي ليبري Les relais du régime infestent le climat. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui, mais nous ne parlerons pas que de ça. Nous évoquerons tout ce qui se passe en ce moment, l'actualité d'une façon générale et les perspectives. Et pour en parler, j'ai ici avec moi Yahya Bonouar, journaliste, Soufiane Gilali, qui sera avec nous au téléphone depuis Alger, président de Gil Jadid, Fatah Titouche, militant pour la démocratie, qui sera avec nous au téléphone, Adel Jabbar depuis le Canada, militant politique, qui sera avec nous en Skype, Saleh Dabouz, avocat et militant des droits de l'homme, qui sera avec nous depuis l'Algérie. Yahya Bonouar. Alors, donc, M. Ahmed Gaïd Salah a encore parlé, un énième discours, mais finalement pour dire la même chose. Hein. Il n'y a rien de vraiment nouveau, sauf que maintenant il martèle, il dit les élections. Alors, je vais vous dire. Remettre le pays sur la bonne voie requiert nécessairement de définir les priorités. Et il n'y a pas l'ombre d'un doute que la priorité qui s'impose en ces circonstances que traverse l'Algérie est la tenue des présidentielles dans les délais impartis. Impartis par qui Par lui. D'accord, Voilà. Le 15 décembre. En tout cas, le 15 septembre, il a parlé de la convocation. De la convocation pour le 15 septembre. Ce qui est étonnant, c'est que
Il parlait une fois par semaine, mais là, depuis plusieurs jours, il parle presque tous les jours. Il insulte. C'est fou. Il menace. La violence des propos, les propos, c'est incroyable. horde, clique, bande, traître. Donc les insultes, les menaces. Il fait allusion à la force. Et quand on a une personne qui multiplie ce genre de paroles, c'est quelqu'un qui est dans l'impasse. Oui. Parce que s'il avait une solution, il n'aurait pas besoin. C'est un signe de panique. Bien sûr. Sinon, pourquoi. En plus, il dit minorité. Et si c'est une minorité, pourquoi en parler? Mais justement, il est en train de dire la majorité du peuple dans la rue est en train de demander les présidentielles. Mais c'est fou. C'est à moins que nous ne voyions pas les mêmes images. Non, non, il sait très bien ce qui se passe, sinon il ne serait pas dans cette situation. Si la majorité du peuple demandait les élections, il organiserait il n'aurait même plus à parler, il ne dirait plus rien. Absolument. Il organiserait les élections et les gens iront voter et tout se passerait bien. Donc là, on est exactement dans l'effet inverse. Il sait très bien, lui et tous les généraux qui l'entourent, le commandement militaire, qu'ils se sont mis eux-mêmes, ils étaient dans une impasse. Là, ils viennent de se coincer. C'est-à-dire que ou ces élections réussissent pour une raison suffisamment pour eux et ils s'en sortent un petit peu, c'est pas gagné. Mais si le peuple empêche ces élections, comme il a empêché celle du mois d'avril, comme il a empêché celle du 4 juillet, et c'est ce qui va se passer, c'est terminé pour eux. Qu'est-ce qu'ils vont faire après ? Il n'y a plus cette élection et le peuple a réussi à empêcher cette élection. Mais s'ils vont au bout de leur projet et qu'ils parviennent à tenir les élections et qu'ils ont un boycott record, voilà, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Il n'y a pas d'élection. Qu'est-ce qu'ils vont faire après ? Ils vont reparler des élections de boycott. Voilà, ils vont reparler des élections en 2020, avant juin. C'est fini. C'est-à-dire, l'élection du 4 juillet qui a été annulée, c'est une élection constitutionnelle prévue par l'article 102. Oui. Celle-ci, c'est l'état-major, le commandement militaire qui l'a décidé. C'est-à-dire que cette fois-ci, le peuple va empêcher l'élection organisée par le commandement militaire. Ce sera terminé. Ouvertement, publiquement, ils ne sont même pas cachés. Voilà, ils ne sont même pas cachés derrière leur chef d'État fantoche. Voilà, rien du tout. C'est directement le chef d'État-major qui a annoncé, qui a convoqué le corps électoral. Et qui font tout. C'est eux qui ont fait le panel. C'est eux. Et donc, cette fois-ci, ce sera terminé pour eux, et tant mieux. C'est-à-dire, ils s'enfoncent. Quand il vient raconter que la majorité du peuple est pour les élections, c'est pas la peine de le dire. Absolument, il faut y aller. Qu'il aille le faire. Il peut même un lundi ou un dimanche ou un mercredi organiser une marche de soutien à Gaï Salah et puis on verra le vrai rapport de force. Le soutenir. Donc il se répète et en plus à chaque fois il change, il utilise des nouvelles insultes. Il y a un terme en arabe, je ne peux pas le traduire, mais on est dans la vulgarité. Vraiment, il est au bout du rouleau et puis il est surtout atteint d'une parlotte aiguë. Il n'arrête plus de parler et pour insulter les gens, menacer les gens. Salah Dabouz, merci d'être avec nous. Salah Dabouz. Merci. Alors, Salah Dabouz, l'Algérie entière a appris la lâche agression dont vous avez été victime. Essayez de nous raconter un peu ce qui s'est passé. Bonsoir à vous et aux téléspectateurs, aux invités sur le plateau. J'ai été victime d'une lâche agression, en effet, et c'est une tentative d'assassinat. Je l'ai échappé belle. Je n'en revenais pas quelques heures après, quand je revois le film. Je vous dis en toute sincérité, c'est par miracle que je suis parmi vous maintenant. Parce qu'un instant, j'ai eu l'impression qu'il y avait quelqu'un derrière moi et je me suis retourné pour voir et j'ai trouvé un homme. Je pensais qu'il était 20h45 à peu près. Je pensais que c'était dans une piste, dans les oasis de Rebdaya. J'allais voir mon ami Ouf qui m'avait invité pour passer la soirée on appelle ça chez les Mzab, Abiennou, c'est quand on fête la veille de Ashura. C'est une soirée particulière et donc Raouf Haj Brahim, qui est militant, qui est l'un de mes clients et qui est aussi, mais surtout un ami, qui est devenu un ami. Donc il m'avait invité, je partais chez lui.
je me suis retourné, j'ai vu quelqu'un derrière moi. Je pensais, en toute sincérité, c'était une piste qui est très mal éclairée. Donc je pensais que c'était quelqu'un qui voulait me parler. Et je m'apprêtais à parler avec lui, mais j'ai vu que ce monsieur était cagoulé. Et du coup, j'ai tout compris. En un instant, j'avais compris que je suis pris au piège dans une rue qui est pas éclairée. Il y avait un monsieur d'une taille à peu près de ma taille, mais qui est plus mince, mais très très souple, et qui ne parlait pas, qui avait quelque chose. Il a essayé d'abord de me frapper au ventre. Il y avait un seul agresseur alors, un seul. Il y avait un agresseur, il y avait une autre personne qui l'attendait à quelques mètres dans une moto que je n'ai pas vue. J'ai juste écouté, j'ai juste entendu le ronflement de la moto. Alors il a tenté délibérément de vous poignarder, de vous donner un coup au thorax ou au ventre, ou il essayait juste de vous blesser pour vous faire peur? Du coup, il voulait me toucher au ventre. Par réflexe, j'ai reculé un petit peu. Il a touché mon pull et un peu le tricot de peau que je portais. Et tout de suite, j'ai mis une garde comme font les boxeurs. C'est un réflexe que j'ai eu parce que quand j'étais jeune, je pratiquais un peu les arts martiaux. Donc, c'est revenu tout seul. Puis, je me suis protégé j'ai essayé de me protéger le visage et le thorax en pensant que c'était fini pour moi. Et donc, il a essayé avec son couteau de me toucher, mais il m'a blessé au bras. Beaucoup plus le bras droit que le bras gauche. Et donc, ça a duré, je pense, quelque chose comme 30 à 40 secondes. Et je pense qu'il a vu quelqu'un arriver de l'autre bout de la rue. Ça lui a pris de panique. Il a été surpris du fait que je puisse résister, parce qu'il pensait que il a vu que je résistais bien, et puis il a vu que quelqu'un arrivait, et là je pense qu'il a été pris de panique, où il m'a frappé avec une pierre sur le front. Donc ça m'a fait tombé, et je suis tombé sur mon visage, donc j'ai reçu un autre coup de l'autre côté en tombant. Et puis il a pris la fuite tout de suite, parce que la personne qui venait de l'autre coup était presque parce que j'ai crié en tombant, et l'autre il a dit qu'est-ce qui se passe, donc il a compris qu'il peut être peut-être reconnu, attrapé. Et tout de suite il s'est dirigé vers une petite ruelle qui se trouvait à côté de cet endroit. Et il est monté sur cette moto et ils sont partis. Alors, donc c'est une opération commando. C'est une opération commando qu'on a envoyée contre vous, délibérée, préméditée, avec une moto qui attend, un assaillant avec un couteau décidé à vous tuer. D'après vous, qui sont ces gens? Qui les a envoyés? Écoutez, je ne suis pas capable de répondre à cette question. Ça peut être, je ne peux pas imaginer qui ça peut être. C'est-à-dire que je suis encore sous le choc d'apprendre que des gens puissent comploter pour me tuer. Ils ont tué Frère à l'intérieur de la prison. Là, bon, on peut dire c'est un meurtre d'État pour des raisons d'État. On ne va pas laisser passer ça. Mais qui peut faire un coup pareil? Ils peuvent me mettre en prison. Pourquoi ils ne m'ont pas mis en prison? Peut-être qu'à travers vous, ils essayent de faire peur à tous les militants, à tous les opposants, à tous les activistes? Moi, tout ce que je peux dire maintenant, c'est qu'il est clair que des discours produits à Ghadaïa pendant plus de 2 ans de la part des autorités administratives et des autorités judiciaires qui me ciblaient et qui ciblaient Frère, qui ciblaient d'autres activistes et qui disaient dans ces discours qu'on est à la base de la fitna de Ghadaïa et qu'on est des séparatistes. Et qu'on est sous les ordres, même le procureur général, l'ex-procureur général de Ghadaïa, est allé jusqu'à dire que
j'obéis au plan de Bernard-Henri Lévy. Il a écrit dans un communiqué officiel. Donc, pour moi, ce sont ces discours-là qui excitent peut-être certains citoyens simples d'esprit, j'allais dire, ou peut-être naïfs un peu, qui peuvent penser que nous sommes des traîtres qu'il faudrait éliminer et que puisque ce pouvoir n'a pas le courage de le faire, des groupes peuvent se porter volontaires pour rendre service, entre guillemets, à l'État ou à la nation, pensant que voilà, c'est des discours prononcés officiellement par de très hauts fonctionnaires et l'enquête, délibérément. est-ce que l'enquête a donné quelque chose? Alors, donc, quand on m'a transporté à l'hôpital, il y a eu des officiers de police qui sont venus me voir le soir même. La plupart en tenue civile, c'est-à-dire ils voulaient entamer l'enquête tout de suite. Je suis resté à l'hôpital 2 heures sous observation médicale. Quand on m'a permis de quitter l'hôpital, les policiers sont venus avec moi, je leur ai montré l'endroit. Ils ont fait un constat des lieux, ils ont pris des photos, il y avait la police scientifique, il y avait tout ça. Puis après, ils ont voulu m'entendre. J'ai dit non, je ne suis pas en mesure, je suis sous le choc, je suis très fatigué, j'ai mal à la tête, il faut que je me repose. Oui, mais est-ce qu'il y a des résultats de l'enquête? Est-ce qu'ils ont réussi à identifier les agresseurs? Il n'y a pas encore de résultats, il n'y a pas encore de résultats, mais il y a quelques éléments qui peuvent donner des pistes intéressantes parce que le 27 juin, en sortant du tribunal de Rabdaya, j'étais intercepté par une personne qui m'avait menacé. Et il était 9h15 ou 9h30, je n'ai pas l'heure exacte, j'étais encore sous contrôle judiciaire. Et donc, j'avais déposé une plainte tout de suite après. Je suis procureur général, je suis procureur de la République près du tribunal de Rabdaya. Et hier, quand ils m'ont entendu, ils m'ont sorti cette plainte justement. Ils m'ont dit ça peut être une piste. Il faut nous aider à savoir qui est cette personne. J'ai donné encore plus d'informations et j'ai demandé à exploiter les caméras de surveillance de toute la zone. Ils m'ont promis, parce qu'il y avait aussi un témoin avec moi, qui était mon ami Souvran Moukassim, il était à côté de moi, donc il a tout entendu, il a vu la personne avec moi. Les policiers m'ont promis de chercher avec les éléments qu'ils ont et d'autres éléments que j'ai complétés hier par rapport à la plainte du 27, et pour me dire si les personnes qui voulaient m'agresser hier, qui ont essayé de m'agresser avant-hier, est-ce qu'ils ont un lien avec la personne qui m'avait menacé le 27 juin, et je pense qu'ils sont déterminés à trouver au moins la personne qui m'avait menacé, et ils m'ont montré hier des éléments pour dire que il y a de très fortes chances que ça soit en relation avec cette menace et que nous pouvons effectivement trouver cette personne. Merci. Alors moi j'attends pour voir. Merci Salah Dabouz. Sachez que nous sommes de tout cœur avec vous et j'espère que toute la lumière sera faite sur cette sombre affaire. Vous voulez ajouter quelque chose, Salah Dabouz? Oui, je veux, parce que pour moi c'est très important. Oui. On n'a pas d'éléments. Les éléments que j'ai, ce sont les faits qui ont eu lieu, mais on ne peut pas savoir qui les a prémédités, qui a commis. La vérité, il faut avoir des preuves, il faut avoir des choses convaincantes. Mais j'ai une analyse, si je dois dire ça, il faudrait que les autorités comprennent. Les autorités de Rabdaya, comme j'ai expliqué, produisent des discours qui sèment la haine et qui peuvent donner ça. Mais aussi, pas que ça, les autorités centrales, et en particulier l'état-major, il fait la même chose. Il traite tous les gens qui sont contre leur façon de faire. Ils en font partie. Et je ne le cache pas. Et je le déclare à chaque fois. Et je nomme les personnes. Je nomme Gaïd Saleh. Je nomme l'état-major. Je nomme Ben Salah, Bedoui, etc. Mais moi, je le fais en tant que citoyen, sans haine, sans rien du tout. Je fais une critique objective. Je leur dis, vous trompez. Vous êtes en train de mentir, ça ne constitue pas un discours haineux. Mais eux, ils nous traitent de traîtres. Et ça peut devenir très dangereux
rappelez-vous, quand on disait des gens qui n'étaient pas des musulmans pratiquants peut-être au début des années 90, kuffar, ça donnait de la liquidation physique de tous les hommes qui n'étaient pas forcément de bons musulmans par rapport à une certaine vision. Et bien c'est la même chose. Quand Gaïd Salah dit c'est des traîtres qui font des discours, disons des idées empoisonnantes, ça peut donner une sorte de kuffar par rapport à l'islam ou là de traître par rapport au nationalisme. Et ça peut constituer pour les simples esprits assez d'idées pour les chauffer et pour avoir des liquidations comme ça. Merci Salah Dabouz. Sofiane Gilali, merci d'être avec nous. Nous allons faire un tour de micro et puis nous poserons toutes les questions. Sofiane Gilali, merci d'être avec nous. Sofiane Gilali. Sofiane Gilali. Sofiane Gilali, est-ce que vous nous entendez? Il faudrait peut-être que vous vous éloigniez un peu de la télé si vous êtes à côté. Je reviens à Sofiane Gilali dans un moment. Fatih Titouche, est-ce que Fatih Titouche est avec nous? Oui. Fatih Titouche, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, Monsieur Benchenouf. Je vous remercie encore doublement pour votre introduction parce que, subhanallah, c'était ma réflexion de ce matin. Je me disais maintenant, 6 mois après, quand est-ce que nous allons interroger nos propres responsabilités? Je voulais apporter juste quelque chose par rapport à ce que vous avez dit. En fait, il y a une célèbre philosophe qui a nommé ce que vous avez brillamment introduit. Elle appelle ça la banalité du mal. C'est-à-dire que tout humain, vous, moi, n'importe lequel d'entre nous, quand on s'abstient de réfléchir, on est capable des pires atrocités. Elle avait couvert le procès de Eichmann, le premier procès de Eichmann, le premier nazi jugé à Israël, et elle s'interrogeait sur comment est-ce que on a pu organiser un massacre de millions de personnes, comment ça peut être possible. Et elle avait écrit tout un livre en expliquant que quand l'homme en fait s'abstient de réfléchir, alors il dégage toutes les responsabilités, il se dit que je défends le pays, il se dit que je défends la religion, je défends mes convictions. Alors l'éthique de conviction va prendre le dessus sur l'éthique de responsabilité et on devient un bras pour quelqu'un qui réfléchit, pour quelqu'un qui lui réfléchit et lui manœuvre, et lui n'a aucune morale, il a un objectif et tous les coups seront permis. Donc du coup, effectivement, nous avons beaucoup de responsabilités dans tout ce qui s'est passé. Nous, ne serait-ce que ceux qui se sont tués, pas que ceux qui ont aidé directement le régime, mais il y a des gens aussi qui se sont tués, qui n'ont pas pris leurs responsabilités. Et c'est le cas aujourd'hui de toute cette occultation de nos propres responsabilités. Nous nous contentons de désigner le régime du doigt, de désigner Gaïd Salah, d'oublier que sans cette armée grise de cohortes entières de gens qui, soit par naïveté, par apolitisme ou par cachirisme, le soutiennent et vont à l'encontre de la volonté de leur propre peuple, nous occultons tout ça et nous nous contentons de montrer l'ennemi sous la forme du régime et du régime seul. D'autant plus que, en fait, le régime, nous le connaissons depuis 57 ans. Il est en deçà de ce que, personnellement, moi, je croyais le régime beaucoup plus puissant, beaucoup plus stratège qu'il en est, en fait. Nous le connaissons, le régime. Alors, à quoi bon? En fait, ça ne nous est pas utile de regarder du côté du régime. Oui, il faut expliquer aux gens, à ceux qui ne savent pas, etc., la responsabilité du régime. Mais il nous est beaucoup plus utile de situer, d'interroger nos propres responsabilités, ne serait-ce que pour rentrer dans une espèce de rétrospective qui serait capable de nous
de nous conduire vers une amélioration continue, c'est-à-dire interroger nos lacunes, nos erreurs. Là, pourquoi, par exemple, faire la même chose, refaire la même chose plusieurs années? Nous parlons, par exemple, des rencontres des partis politiques. Nous en avons vu des rencontres de partis politiques. Pourquoi nous voyons toujours les mêmes rencontres? Pourquoi ils ne s'interrogent pas sur la première, la deuxième expérience qui n'a pas marché pour dire qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qu'il faut faire, toute cette responsabilité, cette responsabilisation, je pense que nous en souffrons beaucoup chez nos élites. Il y en a aussi tous ceux qui naïvement, par exemple, vont se mettre à dire que nous sommes finalement un peuple de Voria, un peuple de Hachakoum, de merdeux, qui ne sont capables que de... qui insultent le peuple tout le temps. Mais en fait, qu'est-ce que ça fait créer comme imaginaire collectif? En fait, nous acceptons en fait la dictature, parce que si moi je crois que nous ne sommes pas capables de nous organiser, je pourrais être tenté de me dire qu'il nous faudrait peut-être un guide suprême, qu'il nous faudrait peut-être quelqu'un qui va le faire. Peut-être que la dictature est intéressante pour... Et c'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe en ce moment pour beaucoup de ces gens dont nous parlons, qui sont en train de dire Gaïd Salah el-Menjel, Gaïd Salah le Sauveur, après avoir dit dans les années 90 les généraux sauveurs de la République, les gens qui nous ont empêchés de sombrer dans les âges les plus sombres, etc. Mais restez avec nous, je reviens à vous dans un moment. Soufiane Gilali, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'inviter. Merci. Alors, Soufiane Gilali, d'abord sur ce penchant, j'allais dire, de nous tous à éluder, à occulter nos propres responsabilités sur ces remparts qui constituent, dont le régime se sert en dehors de ses services de sécurité, de la force armée et tout, pour essayer de faire passer ces messages comme il est en train de faire en ce moment, pour nous dire que la majorité des manifestants du peuple algérien est pour les élections présidentielles, que la majorité des gens sont d'accord pour aller voter, alors que c'est tout à fait le contraire. Et il est aidé par cela, par une partie de la population, ceux que nous appelons les Baltagia, les Doubeb, les Kachiristes et autres, mais qui n'en sont pas moins des nôtres. Soufiane Gilali. Écoutez, je pense que tous les régimes à tendance hégémonique et totalitaire vont employer des discours démagogiques et vont aller à l'encontre du bon sens s'il le faut. L'essentiel pour eux est de tenir et de contrôler une population bien malgré elle. Maintenant, quant à qualifier tout le monde de Baltagia, je pense que le corps social n'est pas aussi homogène que cela. Et la démocratie est en fait cette capacité à tolérer que d'autres puissent penser le contraire de ce qu'on croit. Ce n'est pas toujours aussi facile. Oui, mais Soufiane Gilali, pardon de vous interrompre. Moi, je me base sur ce que je vois dans la rue. Je n'ai pas vu cette partie de l'opinion publique dans la rue en train de manifester pour les présidentielles, en train de soutenir Gaïd Salah. Je ne vois que l'inverse. Donc je me dis, ces gens dont vous parlez n'existent pas. Ils n'existent qu'au sein des Baltagia et des soutiens très gris qu'on n'arrive pas très bien à distinguer. Non, dans la rue, il est clair que ceux qui manifestent sont contre la tenue des élections présidentielles dans les conditions actuelles et sont contre le pouvoir et qui réclament un changement de régime. Et cela est tout à fait noble, légitime et mérite tout le soutien. Et d'ailleurs, je veux bien le rappeler que nous étions tout de même précurseurs de ce mouvement-là. Mais je voulais juste tenir à dire que si on veut trouver de vraies solutions pour le pays, il faut écouter tout le monde. Et il y a une partie de la population que nous ne voyons pas, mais qui n'en pense pas moins. C'est ce qui fait qu'une société en pleine contradiction peut petit à petit aller vers des affrontements. Et ce qui me fait peur depuis quelques semaines, et j'ai eu à le dire sur votre antenne, c'est qu'au final, petit à petit,
les extrêmes qui sont devenus autistes, mais en particulier maintenant que le pouvoir doit assumer cette situation, c'est que petit à petit on risque d'aller vers des dérapages. C'est mon inquiétude. Nous voulions tellement aller vers un consensus, aller vers une solution qui soit tout à fait acceptable et satisfaisante pour toutes les parties. Malheureusement, le pouvoir actuel n'a pas voulu aller dans ce sens. Il avait tous les moyens pour convaincre, il avait tous les moyens pour faire un vrai dialogue. Il avait des gens en face de lui qui étaient disposés à dialoguer sérieusement, mais je crois qu'il ne s'écoute que lui-même. Il s'est enfermé dans sa propre logique, pensant peut-être que la logique du militaire, c'est-à-dire il donne les ordres et celui qui est en face doit exécuter, que c'était avec cette façon-là qu'ils allaient sortir le pays de la crise. Mais je pense qu'on se réveillera tous très vite que cette façon de faire est la pire et qu'au lieu d'aller vers un consensus, vers un apaisement et vers une issue consensuelle, on est en train d'aller vers le dissensus, vers les crispations et, qu'à Dieu ne plaise, peut-être vers quelques dérapages que nous aurons très vite à regretter. Et restez avec nous, je reviens à vous dans un moment. Adel Jabbar, militant politique depuis le Canada. Merci Adel Jabbar d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Un petit coucou à tout le monde sur le plateau et au peuple algérien, à tous les téléspectateurs d'Algériens qui hier malheureusement étaient privés de Maralbia. Effectivement. J'espère que c'est rétabli. Oui. Alors, vous êtes dans un très beau décor et il fait très bon, vraisemblablement. On profite des derniers moments de douceur. Exactement. Avant que ça descende à moins 50. Ça va commencer. Alors, Adel Jabbar, d'abord, sur ce sujet de ces cohortes grises que le régime invoque comme faire valoir pour dire le peuple veut aller aux élections, il n'y a que les autres, la main étrangère, les traîtres, etc. Alors que dans la rue, nous ne voyons pas ces gens, qu'on nous tire à chaque fois du chapeau, verbalement seulement, mais elles sont invisibles. Nous ne les avons pas vues dans la rue à ce moment de grandes manifestations où des millions d'Algériens sont en train de dire leur avis et leur opposition à des élections présidentielles dans de telles conditions, non pas parce qu'ils sont contre les élections, bien au contraire, parce qu'ils refusent que les mêmes qui avaient l'habitude de frauder, de bourrer les urnes, viennent encore désigner un autre président de façade avec les mêmes méthodes ou d'autres méthodes, que sais-je. Et donc, qu'est-ce que vous pensez donc de ces gens qui sont des nôtres et qui servent de rempart à ce régime ? Ils sont peut-être des nôtres identitairement, sur le plan de la citoyenneté, de la nationalité, entre guillemets, mais ils ne sont pas des nôtres du point de vue politique et idéologique. C'est des gens qui servent un système, c'est une clientèle naturelle qu'on retrouve partout. La dictature n'est pas le propre de l'Algérie, elle n'a pas été inventée par les Algériens. Staline a envoyé 20 millions de personnes au Goulag. Moi, poser cette problématique de cette manière-là, je la trouve un peu injuste vis-à-vis des victimes. La dictature s'est installée, elle nous a désolidarisés, elle nous a ruinés moralement et elle nous a complètement brisé les chaînes de solidarité qui existaient. Le peuple algérien est d'une générosité extraordinaire, mais c'est des gens qui nous ont mis dans un état de sidération, de lobotomisation et, comment dirais-je, sidération, lobotomisation, et puis ils nous ont complètement neutralisés. Ça, c'est le propre de la dictature, en usant d'une violence inouïe. Le militarisme a toujours imposé l'usage des choses de façon très violente pour parvenir à ses fins. Maintenant, incriminer ces Balkagia ou ces serviteurs du système, je pense que c'est leur accorder trop d'importance. C'est des gens qui sont généralement intéressés par de l'argent, par des offres matérielles ou par des privilèges
Ou qui sont tout simplement naïfs, ou qui sont tout simplement... Adel Jabbar, moi j'ai été interpellé par quelqu'un, une dame en l'occurrence, qui m'a appelé au téléphone, elle m'a dit خويا حبيت نسقسيك قالت لي علاه انت ضد الجزائر قلت لها كومون سا ضد الجزائر قالت لي ظل تسب قايد صالح وظل تسب النظام وفي هذا كذا قلت لها بصح هذا قلتيها النظام وقايد صالح قلت لها سي با l'Algérie سي دي سيتويان سي دي جون سي ان سيستيم بصح ما ناتاكيش الجزائر انا قالت لي سي اللي ياتاكي النظام ياتاكي الجزائر دونك سي دي جون naïfs. Non, c'est pas de la naïveté. Alors on est exactement dans la même ligne de pensée de ceux qui vous disent exact. C'est la même chose. Exact. C'est des gens qui sont là, comme vous l'avez si bien dit, c'est des gens qui profitent d'une rente de situation. Et ils ne veulent pas que ça leur échappe, parce que si les critères de choix et de sélection étaient analogues pour tout le monde, ce n'est pas les voleurs de poules qui sont à Al-Harrach aujourd'hui qui auraient... voleurs de poules, vous êtes trop gentils. Hein. C'est des voleurs de milliards de dollars, plutôt. Non, c'est des voleurs des poules qui pondent des œufs d'or. Je vais te dire une chose. Pourquoi je parle de voleurs de poules? Parce que parmi les voleurs les plus lâches qui puissent exister, c'est le voleur de poules. Il suffit qu'il y ait une poule qui caca pour que le type lâche tout et s'enfuit. C'est pour ça que je les traite de voleurs de poules. Ces gens qui avaient une stature d'homme d'État. Bon, maintenant, moi, je pense que... Moi, j'ai appris une chose. C'est que l'Algérie, sous la gouverne de ces militaires, qui nous ont imposé jusqu'à date une dictature atroce, se limite en réalité à 4 choses. Il y a 2 choses. Il y a une histoire et une géographie. La géographie, c'est les puits de pétrole. L'histoire, c'est l'histoire de l'armée. Et il y a une illusion et une triste réalité. L'illusion, c'est d'avoir pensé que nous avions pu bâtir un État. Or, nous n'avons jamais pu avoir un État, nous avons eu un pouvoir. Et c'est pourquoi aujourd'hui, le chef de ce pouvoir-là est en train de se révolter contre le peuple, parce qu'il pense, dans sa logique de militaire, qu'il est possible de changer un peuple, alors que le peuple, c'est lui qui doit changer un pouvoir. C'est des gens qui ne comprennent pas cette logique. Et restez avec nous, Adel Jabbar. Si vous permettez, je rajoute une chose. Oui, allez-y. Cette junte-là, cette dictature, a été surprise par la fulgurance de la révolution du 22. Souvenez-vous de comment ils nous traitaient, comment ils nous appelaient. Pour eux, nous étions un rachis. Donc des va-nu-pieds, des misérables, des minables, khamjin, certains, etc. Ils ne s'imaginaient jamais que ce rachis pouvait retrouver sa dignité un jour et leur dire « Stop, basta, barakat, vous allez partir ». Et restez avec nous, Adel Jabbar. Yahya Bonouar, nous en arrivons maintenant au discours de M. Gaïd Salah, truffé d'insultes, de violences, de stigmatisation, de traîtres, de partis étrangères, de cherdima, pourquoi? Parce qu'il considère que quiconque le critique est un traître, une horde, etc., etc. Alors que normalement, c'est lui qui est en faute, puisque un chef de l'armée n'a pas à faire de politique normalement. La moindre des choses. Selon la Constitution qu'il cite 10 fois dans le même discours. Absolument. Et qu'il viole dans la phrase d'après. Absolument. Immédiatement. Donc non seulement il parle à partir d'une caserne, il parle de politique, il ferait mieux de créer un parti politique et puis comme ça il pourra parler tous les jours de politique. Mais en plus, il considère que tous les gens qui ont un avis différent du sien sont des traîtres, des cherdema, des Maralour BM, c'est-à-dire il n'y a que la lui. main étrangère. Voilà, la main, tout y passe, mais ça passe depuis 57 ans qu'ils n'ont pas renouvelé. Bouteflika disait la même chose, ils n'ont pas renouvelé le lexique. Lui, il a rajouté l'insulte et la vulgarité. Parce que main étrangère, c'est pas vulgaire. Mais là, on est dans des termes vulgarité. Et c'est la conception. Et en plus, aujourd'hui, pour la première fois, il parle de démocratie. Oui. Voilà. Donc la démocratie, c'est accepter, et Sofiane Gilel, il a dit tout à l'heure, accepter que les gens aient des avis différents. Et pour lui, tous ceux qui ne pensent pas exactement comme lui sont, la liste est longue, de Mourer Behem à traître en passant par tout le reste.
Et cette personne et ceux qui sont autour veulent continuer à diriger ce pays, veulent imposer des élections. Ils n'arrêtent pas de parler des élections alors qu'ils interdisent les activités politiques des partis agréés, je ne parle pas des autres. Ils ont mis les médias à la botte. Hier, il y avait un match, ou avant-hier, les médias coupent le son quand les téléspectateurs ont des slogans politiques. Oui. Ils parlent de l'qanawat al-mujboua, ça veut dire que c'est des qanawat très professionnels. Ils mettent tout le monde à la botte. Ils veulent aller à des... Comment peut-on aller à des élections alors que les partis agréés sont interdits d'activité politique, que les médias sont aux bottes? Il y a d'ailleurs le TSA, titre présidentiel, l'opposition s'alarme d'une fermeture politique et médiatique sans précédent. Oui, c'est beaucoup plus fermé aujourd'hui que sous Bouteflika. Il y a plus de détenus politiques et d'opinion aujourd'hui que sous les 20 ans de Bouteflika. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et ce monsieur vient dire, allez aux élections, je mets en prison qui je veux, j'interdis d'antenne et de télévision. Et quand il dit les présidents auront lieu, habba min habba wa kariha min kariha. C'est un défi. C'est incroyable. C'est à lui qu'il se parle. Il veut se convaincre, ou peut-être convaincre les généraux autour de lui qui commencent à douter de sa stratégie. C'est son problème. On sait tous qu'il n'y aura pas d'élection dans des conditions normales. Maintenant, s'il veut utiliser la violence, il prendra ses responsabilités. Le peuple ne veut pas de ces élections et ne participera pas à ces élections, même s'il a ces 5% qui se débrouillent avec. Évidemment, ce sera illégitime. Et donc, il s'enferme. Il y a 5 mois, sur ce plateau, en parlant des élections du 4 juillet, tout le monde disait qu'il n'y aura pas d'élection du 4 juillet, sauf lui. Oui. Finalement, elle n'a pas eu. Il s'est calmé 2 semaines. Mais avant, il a voulu prolonger le 4e mandat. Ça n'a pas eu lieu. Il voulait faire passer le 5e mandat, ça n'a pas marché. L'élection du 4 juillet, il nous a cassé les oreilles. Les élections, ça n'a pas joué. Il s'est calmé 2 semaines et puis il est reparti, les élections, et on est. Sauf que là, on fait perdre du temps à ce pays. On sait que ces élections n'auront pas lieu et si elles ont lieu, il risque d'y avoir des choses pas bien, et pourtant il y va. Je crois qu'il sait pertinemment, peut-être pas lui, mais ceux qui sont autour connaissent très bien la situation. Ils jouent avec le feu, ils jouent aux apprentis sorciers. Le commandement militaire l'a déjà fait il y a 30 ans, et ça a amené le pays à la catastrophe. Il ne faut plus jouer aux apprentis sorciers aujourd'hui. Quand il dit les agendas dictés par des entités hostiles à l'Algérie, qui consentent les efforts tendancieux afin d'entraver la solution constitutionnelle, en l'occurrence la tenue des présidentielles. C'est pas du mépris pour l'intelligence des gens, ça? Non, c'est l'aqliya al-mukhabaratiya. Ils ne reconnaissent pas aux autres le droit de réfléchir par eux-mêmes. Si vous allez lui dire « je ne suis pas d'accord avec vous sur ça », ah bon, qui c'est qui vous l'a dit? Agenda voilà. Dicté par des entités hostiles. Quiconque a une idée, une opinion différente de la leur, comme ils ne reconnaissent pas la personne qui est en face, ils lui disent qui c'est qui te l'a dicté, quel agenda. Ils ne reconnaissent pas aux gens le droit de réfléchir et de décider par eux-mêmes, d'avoir des idées, d'avoir des propositions par eux-mêmes. Tout ce qui est contraire à ce qu'ils pensent, c'est quelqu'un d'autre qui le leur a dit. C'est la négation des individus. Mais pire que ça, Yahya, quand il parle des élections, il est en train de nous dire que tout le peuple est d'accord pour les élections. Regardez, nous avons parlé auparavant de la nécessité d'accélérer la tenue des présidentielles, mais aujourd'hui, nous sommes absolument certains que celles-ci se dérouleront dans les délais déterminés grâce à la bonne perception du peuple. Ça veut dire que le peuple est en train de dire oui, nous allons... Alors que c'est l'inverse. C'est la méthode Coué. Il pense qu'en répétant, il croit lui-même ses propres mensonges et il pense que les gens vont finir par croire ses propres mensonges. Mais c'est trop gros. Et bien sûr que c'est trop gros. Il n'a plus le choix. Il s'est enfermé dans cette élection. Il sait très bien, lui et ceux qui sont derrière lui, c'est-à-dire le commandement militaire, que cette fois, quand le peuple empêchera cette élection, il l'empêchera. Ce sera fini pour eux. Fatah Titouche, alors Yahya est en train de nous dire ils n'ont pas le choix, ils sont obligés d'aller à ces élections, ils sont enfermés dans leur propre logique, ils vont aller jusqu'au bout. Alors que jusqu'au bout, du moins, selon ce que nous voyons de nos propres yeux, tout un peuple mobilisé contre ces élections, non pas parce qu'il ne veut pas voter, mais parce qu'il ne veut pas que ce même régime organise quelque élection qui soit. Vous êtes d'accord avec cette vision des choses? Je crois qu'ils sont
Ils sont dans leur rôle et alors personnellement, moi je pense que tant que nous les suivons dans ce chemin qu'ils tracent, parce qu'en fait l'étape d'après, qu'est-ce qu'elle pourrait être? Elle pourrait être une élection finalement présidentielle avec un peu plus de garanties. En gros, en fait, eux, ils sont dans une phase de négociation dans laquelle, alors, ils placent la barre très haut. Donc, nous allons vous faire une élection présidentielle organisée par nous-mêmes, dans laquelle vous n'avez pas du tout ni période de transition, ni rien du tout, et peut-être dans l'espoir que nous finirons par accepter une élection présidentielle dans laquelle nous aurons peut-être le contrôle de la commission d'organisation et de surveillance de ces élections-là, mais nous n'aurons pas de période de transition, mais nous n'aurons pas le droit de parler d'autres solutions, mais nous ne parlerons pas de la presse libre, nous ne parlerons pas de la justice indépendante, etc. Et tout. Je pense que, personnellement, moi je pense qu'il faut qu'on sorte définitivement de leur agenda. Et sortir de leur agenda, c'est proposer complètement autre chose. Et justement, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est que nous avons un peuple qui résiste depuis 6 mois. Je n'accepterai pas qu'un homme politique ou que personne puisse douter encore de la capacité de ce peuple à s'organiser et à organiser une véritable démocratie, peut-être même des meilleures démocraties. Pourquoi allons-nous, par exemple, reproduire les modèles qui ne marchent pas ailleurs, même dans les pays les plus développés? Les pays les plus développés ont expérimenté des modèles qui ont marché pendant des années. Nous avons leur expérience, nous savons ce qui ne marche pas, nous pouvons avoir un État démocratique et de droit. Ce peuple-là le mérite. Un peuple qui sort tout le corps électoral pendant 6 mois dans un pacifisme jamais vu, inédit, ce peuple-là mérite qu'il puisse discuter, qu'il puisse élire ses représentants, qu'il puisse discuter absolument de toutes les questions. Moi, je n'ai aucun doute qu'il y ait de dérapage de la part de ce peuple-là. Les dérapages, par contre, du côté du régime, il y en a, et il y en a eu plein, et il y en a encore, et il y en aura peut-être. Dans le discours de Gaïd Salah, il nous prépare maintenant, c'est pour la première fois qu'il parle des activistes Facebook. C'est incroyable, hein, c'est... Il sent qu'il a perdu la bataille des réseaux sociaux aussi. Alors, ces gens qui n'ont que Constitution à la bouche, ils ne parlent que de la Constitution, qu'ils violent allègrement dans tout ce qu'ils font et dans tout ce qu'ils proposent et dans tout ce qu'ils entreprennent. Je vous donne un exemple. Ils nous sortent comment elle s'appelle, cette instance qui doit préparer les élections. Une instance d'organisation de suivi. suivi. Justement, le nouveau ministre de la Justice, Zarmati, qui, en plus d'être illégitime, comme tous les autres ministres, illégitime populairement, le peuple n'en veut pas, est totalement illégal. Parce que ça n'a pas le droit de le nommer normalement. Voilà, il a été nommé par un chef de l'État qui n'en a pas le pouvoir, illégitime et qui n'en a pas le pouvoir. Et dans le projet de loi pour changer... Et je reviens à Fatih Titouche. Pour changer la loi électorale et créer l'instance qui organisera les élections, il prévoit, tenez-vous bien, toutes les personnes qui ne sont pas d'accord avec cette instance, qui la critiquent, ce que je vais faire maintenant. C'est de 6 mois à 3 ans de prison. C'est la personne qui critique cette instance ou qui émet un avis contraire sera passible des tribunaux de 6 mois. De 6 mois à 3 ans de prison. C'est incroyable. C'est de la folie. C'est quelqu'un qui va parler, qui ne va pas casser, qui va... Et c'est le ministre de la Justice qui le dit. C'est dans le projet qui va être soumis à la PN, FLN, RND, et qui va donc voter très certainement. Voilà, et qui va voter avec les pieds comme d'habitude. Alors, voilà je reviens à Fatih Titouche. Donc... ces gens qui ne parlent que de Constitution, qui violent la Constitution. Par exemple, cette instance d'organisation, elle n'est pas prévue par la Constitution. La Constitution, dans l'article 194, prévoit la haute instance de surveillance des élections et rien d'autre. Ça veut dire ces prérogatives qui se sont arrogées, elles n'existent pas. Et il parle de Constitution et c'est le ministre de la Justice lui-même qui, comme vient de nous l'apprendre Yahya Bonouar, qui, en plus d'être anticonstitutionnel, vous menace que si jamais vous dites qu'elle est anticonstitutionnelle, il vous met en prison.
Oui, mais c'est le propre de ce régime-là, en fait. D'abord, déjà, la Constitution telle qu'elle est, elle est anticonstitutionnelle selon les normes internationales de droit. Cette Constitution-là, elle ne consacre pas la séparation des pouvoirs, quand bien même il y a un article qui dit que notre Constitution consacre la séparation des pouvoirs. Mais aussi, notre régime, ce régime-là, il fonctionne officieusement, il fonctionne au téléphone, ils n'ont même pas besoin de loi. Il fonctionne au téléphone quand il faut faire des arrestations, des intimidations, quand il faut faire de la diffamation à propos de tous les militants, etc. Il fonctionne au téléphone. C'est un régime qui, au-delà de tous les dispositifs en fait répressifs qu'ils ont fait, toutes les lois liberticides, etc., toute la Constitution qui organise le clientélisme, ça ne leur suffit pas. Alors, ils ont besoin aussi d'un réseau officieux de DRS, un réseau d'agents, un réseau de clients, etc. Et tout. Donc, nous sommes... Et j'ai envie de dire quelque chose. Dans un état de droit, comment ça marche? La loi, parce que la loi, en fait, on peut dire il faut respecter la loi, mais la loi, ce n'est rien d'autre qu'un projet politique qui est transformé, qui est voté dans une assemblée, etc., et qui devient une loi, et qui, par pouvoir de coercition, sera imposé à ceux qui n'étaient pas d'accord au départ. Mais tous les États de droit ont ce qu'on appelle le Conseil constitutionnel, qui invalide, par exemple, toutes les lois répressives, toutes les lois qui ne sont pas en accord avec les normes internationales, etc., des droits de l'homme et tout. Donc, avec les normes constitutionnelles. Rien ne marche dans ce système-là et on nous parle d'élections présidentielles et en plus dans les plus brefs délais. Et restez avec nous, Vattetou, je reviens à vous dans un instant. Soufiane Gilali, d'abord, vous, en tant que chef de parti, Gilles Jadid, quelle est votre position à l'endroit de ces élections? Eh bien, on l'a clarifié suffisamment de fois. Nous avions réclamé de vraies élections après des négociations. Ce n'est pas le cas, ce ne sont pas de vraies élections, donc on n'est absolument pas impliqué dans ce processus-là. Il est évident que nous assistons à une dérive du pouvoir et que nous ne pouvons cautionner en aucune façon. Mais, Sr. Gilali, quand vous faites une telle déclaration, vous n'avez pas peur de ce qui pourrait vous arriver en ces temps très troubles où il suffit d'appeler la justice au téléphone pour faire incarcérer des gens? Je pense que c'est le cas de beaucoup d'hommes politiques engagés. Je vous rappelle qu'en 2014 et 2013, je disais que la Constitution qui avait été touchée en 2008, c'était anticonstitutionnel et que le président de la République était illégitime. On embarquait déjà les gens. Nous avons été embarqués à plusieurs reprises parce que nous sommes sortis manifester contre le 4e et contre le 5e mandat. Donc si M. Gaïd Salah veut encore embarquer, je pense il a la capacité de le faire, c'est de son ressort, mais que chacun prenne ses responsabilités. Alors, ce régime est en train de nous dire de façon audible et même très forte que parmi les garanties, les nouvelles garanties de la transparence de ces élections annoncées, il y en a beaucoup, hein, par exemple que les walis, les maires ne participeront pas et tout, mais il nous dit surtout que la justice, elle est là pour garantir. Or déjà maintenant, en hors d'œuvre, nous sommes en train de voir une justice qui est en train de menacer quiconque critique une loi une disposition anticonstitutionnelle et qui sont en train de participer activement à l'élaboration de cette fameuse instance qui est tout à fait anticonstitutionnelle, Soufiane Gilali. Écoutez, pour être franc avec vous, l'opposition complète ou complet avait réclamé une autorité indépendante de l'administration de l'exécutif pour gérer l'ensemble du processus électoral. Et donc ce n'est pas, si ça allait dans ce sens, nous n'allons pas faire un procès pour manquement à la Constitution. D'autant plus que je vous rappelle, dès le 22 février, nous disions qu'il n'y a aucune solution possible dans le cadre de cette Constitution et qu'il fallait avoir une solution politique.
Or, bien entendu, le pouvoir s'est caché derrière quelques bribes de la... Ah, est-ce que nous avons perdu Soufiane Gilali? Nous allons essayer de le retrouver. Et Adel Jabbar est avec nous. Adel Jabbar. Adel Jabbar. Je vous écoute. Alors, dans le discours de M. Gaïd Saleh, et puis nous allons revenir à cette instance. Dans le discours de M. Ahmed Gaïd Saleh, ce n'est pas que ce discours. Tous ces discours sont d'une violence inouïe. Ça veut dire quiconque le critique, quiconque critique ce qu'il entreprend, quiconque critique ces élections cousues de fil blanc dont la fraude se voit de très loin avant même qu'elles ne se produisent. Ces gens, quiconque ose donc critiquer, est traité, qualifié de traître, d'outils d'agenda extérieur, de main de l'étranger, de forces hostiles. Et dans le même temps, il nous dit, alors que nous voyons de nos propres yeux des millions d'Algériens apporter chaque semaine, et 2 fois plutôt qu'une, des réponses à ce qu'il dit, il nous dit non, 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 ces gens, vous vous trompez, ces gens sont tous pour les élections présidentielles. Il n'y a qu'une minorité infime qui n'est pas pour les élections présidentielles. C'est tout de même incroyable de... Ben, c'est tout à fait incroyable. Je pense qu'il doit avoir un déficit grave d'arithmétique. Il faudrait qu'il apprenne à calculer. Et il faudrait qu'il aille voir un ophtalmologue pour, je ne sais pas, traiter ses yeux. Il ne voit pas, puis sa surdité. C'est quelqu'un qui est dans une logique paranoïaque. C'est le rôle de l'adjudant de compagnie. Il n'est jamais sorti de la place d'armes à donner des ordres. C'est l'adjudant de corvée. Il est là en train d'insulter, de vociférer, de conduire des soldats pour aller nettoyer des chiottes, des réfectoires, etc. Il n'est pas sorti de sa logique. Ce monsieur, moi je l'ai déjà dit auparavant, il n'a pas une autre expérience de vie en dehors d'une caserne. Toute sa vie, ça a été une vie basée sur recevoir un ordre et l'exécuter sans le discuter. Donc la réflexion n'existe pas du tout, l'opinion n'existe pas, elle est déniée, elle est comment dirais-je? Adel Jabbar, en l'occurrence, c'est une histoire de déni. De déni, ça veut dire quelque chose que tout le monde observe, y compris au niveau du monde entier. Ce sont des images qui font clameur publique à un niveau planétaire. Et lui, il arrive et dit non, 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 ces gens, ils sont en train de revendiquer les élections présidentielles. Et la petite minorité qui est en train de s'agiter, elle relève d'agenda extérieur, elle relève de la main étrangère. C'est très fort, c'est très grave. C'est plus que du mépris pour l'intelligence des gens. C'est incroyable, tout simplement. Non, ce n'est ni fort ni faible. Le type est dans sa logique. Il est dans sa logique. C'est comme ça qu'il réfléchit. Vous ne l'avez pas tous entendu. Toute la planète l'a entendu. Est-ce que plutôt ce n'est pas parce qu'il se sent piégé, acculé Non, 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 pas du tout. Il est entièrement responsable de ses actes. C'est comme Bouteflika. Il était mort-vivant. Puis on nous disait 5e mandat, et puis aujourd'hui, moi si j'étais là-bas, je l'aurais traduit en justice. Et je demande, je suis l'un de nombreux Algériens qui disent il faut qu'il soit jugé avec ce monsieur-là. Mais quelle justice, Adel Jabbar? Quelle justice? La justice algérienne? Vous la connaissez? Non, la justice pas cette justice-là. Cette justice. Alors quelle justice? On ne peut pas le traduire dans la justice ailleurs, la justice du peuple. Moi je ne crois pas à la justice des états-majors, à la justice de la bureaucratie, à la justice de la dictature. Ce monsieur-là, tout le monde l'a écouté quand il disait « Qu'est-ce que c'est que cette espèce de Hirak ?» C'est-à-dire, c'est le mépris total. Ils ont été élevés dans ça. Chab, il ne représente rien pour eux. Moi, je me rappelle, quand j'étais en caserne en 74, on nous disait « Wesh, hasbinallah comme civil, là ». Donc ça, c'est le petit caporal analphabète qui est venu de sa profondeur des creux et qui parle à des médecins, des docteurs, des ingénieurs, des pharmaciens, etc. Nous étions élèves officiers de réserve, mais c'est un vaurien qui faisait notre instruction. Et il nous maltraitait. Pour lui, un civil, c'est même pas apte. Donc ce monsieur-là est dans sa logique. Maintenant, pour revenir à ces élections, moi, j'imagine, et je suis certain, que les éléments constitutifs de la fraude sont déjà en place. Il a commencé par nettoyer la justice, entre guillemets, donc l'appareil qui répond au talkie-walkie,
il a installé ses gars. Avant-hier ou hier, il a nettoyé la DGSN pour remettre en selle des gens qui vont s'exécuter et qui vont se faire un énorme plaisir d'encadrer ces élections traficotées et fraudées d'avance. Excusez-moi de vous interrompre, Adel Jabbar. L'administration est toujours là. Excusez-moi de vous interrompre, Adel Jabbar. Adel Jabbar, excusez-moi de vous interrompre. Nous venons de recevoir une nouvelle assez urgente. Je vais laisser Yahya nous annoncer la nouvelle. C'est malheureux, mais Karim Tabou vient d'être arrêté par des hommes en civil et conduit à une destination inconnue. Donc, M. Gaïd Saleh devra prendre ses responsabilités devant l'opinion algérienne et l'opinion internationale. Et nous rappelons que Karim Tabou, pour ceux de nos téléspectateurs qui ne connaissent pas très bien la situation en Algérie, que Karim Tabou est un des leaders, j'allais dire presque naturels, de la contestation populaire qui est portée sur les épaules des gens quasiment, et donc qui a reçu de très nombreuses menaces et de sommations très sévères, justement lui enjoignant d'être plus réservé, plus effacé, s'il ne voulait subir les foudres de qui on sait. Arrêté à son domicile. Hein. À son domicile. Adel Jabbar, je vous laisse commenter et je fais un tour de micro pour parler de cette arrestation. Non, cette arrestation, comment dirais-je, indigne de n'importe quel État, fût-il le plus antidémocratique, le plus dictatorial possible, elle est inqualifiable. Tabou est un grand homme. Pour moi, il incarne le futur de cette Algérie de demain. C'est un jeune qui est pétri de bonne qualité. Il a été à la très bonne école politique en ayant côtoyé un géant de la Révolution et un grand homme politique décédé, hélas. C'est des gens qui manquent. Cette dictature manque d'arguments. Elle n'a pas d'arguments. Elle ne peut faire valoir que la force et la mitraillette. Je me rappelle en 65, Boumediene avait dit une chose. C'est un pays où la loi ne règne qu'avec la mitraillette. Nous sommes sous le joug de la mitraillette. Et restez avec nous, Adel Jabbar. Tabou. Restez avec nous, pardonnez-moi de vous interrompre. Sofiane Djilali. Écoutez, je viens d'apprendre la nouvelle avec vous. C'est sidérant. C'est le moment d'exprimer toute la solidarité par rapport à un homme politique. Quels que soient ses choix, quel que soit le discours qu'il défend, il doit être respecté et il doit être accepté en tant que tel. C'est peut-être une menace, c'est un message envoyé à l'ensemble de la classe politique. C'est le début d'une dérive grave à l'évidence. Je rappelle seulement que ces arrestations de gens qu'on nous a jetés en pâture, généralement des gens du régime, genre Sellal, Roul, que les Algériens ont vraiment salué, qu'ils trouvent très salutaire, très méritoire, même si c'est pour les rouler dans la farine, malish, mais qu'avec ces arrestations, il y a eu l'arrestation de l'Akhdar Bouraga, un moujahid authentique, très estimé de la population, et qui avait dit de ces élections présidentielles, justement, qu'elles étaient truquées à l'avance et que l'état-major a déjà son président fantoche sous le coude, et c'est pour ça qu'il avait été incarcéré, pour atteinte au moral des troupes, nous dit-on. Et je rappelle aussi que parmi les généraux qui ont été arrêtés, nous n'avons pas de généraux qui ont été arrêtés pour corruption, seulement pour avoir tenté un coup d'État contre Gaïd Saleh, dans le sinistre Toufiq et les autres. Fath Titouche, vous êtes avec nous? Alors, je reviens à vous, Sofiane Djilali. Oui, je suis avec vous. Alors, est-ce que cela signifie un tournant dans l'attitude déjà très dure de l'état-major, de l'armée, qui cherche coûte que coûte à imposer ses vues, et seulement ses vues et rien d'autre, qui en est arrivé à faire convoquer le corps électoral par le chef d'état-major lui-même depuis une caserne, et non seulement convoquer le corps électoral, et même fixer la date de tenue des élections au 15 décembre. Donc, est-ce que, d'après vous, nous allons entrer
dans une étape un tant soit peu dangereuse? Écoutez, j'allais en venir avant d'être interrompu systématiquement par la ligne téléphonique. J'imagine que ça se coupe pas tout seul. Tout à l'heure, le chef d'état-major a eu un discours martial. Il était truffé de menaces. Il est à l'évidence dans une phase critique où il engage un bras de force qui peut déraper. Je n'ai cessé de dire attention, la situation risque de s'embourber. Je crois que nous avons mis un pas déjà dans le mauvais sens. Espérons que les esprits vont revenir à la sagesse. On attendait un pouvoir qui allait se mettre au-dessus de la mêlée, qui aurait dû rassembler les enfants de ce peuple. Il aurait dû parler avec tout le monde dans un cadre serein où, après le départ du régime Bouteflika et probablement la liquidation par la justice de nombreux de ses sbires, il aurait fallu ouvrir l'espace aux vrais enfants de ce pays-là pour qu'on construise un état de droit et une démocratie. Malheureusement, je pense que les chefs actuels de ce pouvoir sont juste la continuité du précédent et qu'ils n'ont nullement l'intention de s'ouvrir, mais au contraire, ils sont en train de démontrer qu'ils n'ont aucune foi en ce peuple et qu'ils sont en train de tout verrouiller. Malheureusement, mais les inquiétudes sont tout à fait légitimes maintenant face à ces développements que nous ne pouvons que condamner. Fatih Titouche, donc voilà, au moment où les Algériens qui manifestent en millions, je le répète, et les images sont là, que tout le monde peut vérifier, ça c'est pour dire que nous ne sommes pas en train de falsifier les faits, en millions, et dont on peut lire les slogans, dont on peut entendre les mots d'ordre et les credos qu'ils clament de voix très audible. Donc pendant que ce peuple se confine dans le pacifisme le plus admirable et qu'il s'exprime de façon très pacifique, très civique, il n'y a pas eu un seul blessé, il n'y a pas eu un seul dégât matériel, hormis les gens qui sont décédés malheureusement dans des conditions un tant soit peu discutables. Le chef d'état-major, puisque c'est lui le patron de la situation, vient de prendre une décision qui annonce que ces gens sont vraiment dans l'impasse, qu'ils ont des réactions de fauves blessés, de fauves acculés. Est-ce que cela risque de nous plonger dans des perspectives dont on ne peut pas imaginer les répercussions? Tout d'abord, je voudrais exprimer un soutien inconditionnel à M. Tabou, à Karim Tabou, vraiment inconditionnel, et j'invite tout le monde justement à ne pas céder, davantage pour Bourga, pour tous les détenus. Donc un soutien vraiment inconditionnel à Karim Tabou. Il n'y a rien qui justifie qu'on l'interpelle maintenant. Est-ce qu'il est interpellé par les autorités ou par des mercenaires qui sont envoyés par les autorités? Nous allons le savoir dans les heures à venir. Quant à l'avenir de notre révolution, moi je n'ai aucun doute. En fait, le pacifisme du peuple algérien n'est pas... c'est une stratégie, enfin j'ai envie de dire, si nous sommes pacifiques, c'est parce que nous savons que c'est la seule issue et c'est le seul terrain que le régime ne maîtrise pas. C'est le seul... Si nous étions violents, on aurait perdu il y a très longtemps, il y aurait beaucoup de victimes et on aurait mis une croix sur un État démocratique et pour des dizaines d'années, voire peut-être un demi-siècle encore dans la dictature. Donc c'est pour ces raisons-là qu'il n'y a aucun risque qu'on sombre dans une quelconque violence, en tout cas venant du peuple algérien. Et je pense qu'ils arrêtent Karim Tabou ou d'autres politiques, ça n'arrêtera pas. Parce qu'en fait, si on comprend juste quelque chose, si les mots sont importants, si les gens
comprennent que nous sommes dans une révolution et comprendraient que nous n'allons pas nous arrêter. Nous n'allons pas nous arrêter comme, par exemple, certains hommes politiques ont prédit l'arrêt du mouvement et l'arrêt de la révolution pendant l'été et qu'il fallait qu'on négocie assez rapidement. Non, ça ne s'est pas arrêté, ça ne va pas s'arrêter parce que c'est un peuple en fait qui a emmagasiné pendant des années et des années des déceptions de la part justement de ces hommes politiques auxquels on avait cru. Et aujourd'hui, s'il y a un dégagisme à l'intérieur de cette révolution, à l'intérieur de ce peuple-là, justement, c'est parce qu'il y a eu trop de déceptions et aujourd'hui, ce peuple-là n'a pas besoin, ne veut pas faire confiance, il veut avoir des garanties, il veut avoir la certitude. C'est pour ça le Itnahaouga. Ce n'est pas parce qu'on veut aller dans un chaos, c'est parce que nous savons que nous sommes capables de discuter entre nous, mais pas avec la présence de ce régime-là qui a toujours su nous diviser, qui a toujours su en fait créer créer de la division entre nous. C'est pour ça que ce peuple est uni, c'est pour ça qu'il est pacifique, c'est pour ça. Et il reste juste quelque chose, il faudrait qu'on trouve maintenant les moyens de sortir des représentants de cette révolution-là et qu'on puisse négocier avec ce régime-là et pas un dialogue. Merci Fatih Titouche, au plaisir de vous revoir et merci Sofiane Gilali. Nous avons rappelé Salah Dabouz pour lui demander de commenter cette arrestation. Salah Dabouz, merci d'être revenu nous parler. C'est moi qui vous remercie. Alors Salah Dabouz, donc vous avez appris la nouvelle. Je viens de l'apprendre effectivement. Je viens d'apprendre que Khaled Tabou s'est fait arrêter. Je viens de dire ça à l'instant sur les réseaux sociaux. Il paraît que des gens civils qui l'ont interpellé devant... On ne vous entend pas très bien, Salah Dabouz. On ne vous entend pas très bien. Essayez de... Je viens d'apprendre que Khaled Tabou vient d'être arrêté. Voilà, c'est mieux. Sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est mieux. On vous entend mieux. Donc, je viens d'apprendre qu'il vient d'être arrêté. Oui. Et j'ai appris ça par les réseaux sociaux. Et qu'est-ce que vous en pensez? Quels sont... Écoutez, nous avons déjà eu Nida Hnoun et Borka Al-Khadar. Ce sont des hommes politiques, c'est des politiques qui ont exprimé des avis, qui ont droit de s'exprimer, mais comme leur avis... pour pouvoir, ils les ont arrêtés, ils les ont mis en prison. Je dénonce l'arrestation d'un activiste, qu'il soit politique ou quel que soit son domaine. Et ce sont ces pratiques-là que nous voulons changer. Et en changeant le régime, justement, nous cherchons à changer ces pratiques-là et nous cherchons à garantir la liberté d'expression et les libertés individuelles et collectives pour tout le monde. Donc, le régime ne peut pas changer nature. C'est comme ça qu'il va agir à chaque fois que quelqu'un n'est pas d'accord avec sa vision des choses. Merci Salah Dabouz, au plaisir de vous retrouver. Le dernier mot pour Adel Jabbar. Adel Jabbar, commentaire. Je pense que cette arrestation honteuse a pour objectif, encore une fois, de diviser le pays. C'est de la diversion qui est faite. C'est pour probablement essayer de soulever et pousser la Kabylie vers la violence. Nos frères de Kabylie sont très conscients, ils connaissent parfaitement ce régime-là, ils n'iront jamais vers la violence. Il ne faut pas oublier que M. Tabou n'est pas quelqu'un qui incarne une région de l'Algérie, mais il incarne le futur de toute l'Algérie. C'est un fougueux jeune politicien qui aurait pu avoir un destin national dans des pays qui se respectent. Mais malheureusement, on est géré par des sous-fifres. Moi, j'habite à 10 km de l'une des universités les plus prestigieuses ici. J'assiste à des conférences données par des gens de niveau mondial. On est à l'ère des technologies du futur, de la nanotechnologie. C'est inimaginable ce qui se produit dans ce pays. Nous, on est encore à l'ère du sabot.
avec quelqu'un qui vient déblatérer, qui vient imposer ses points de vue. C'est inimaginable. Il y a peut-être 10 000 siècles de différence entre le pays où je suis, qui est à la veille d'organiser de grandes élections fédérales ici. Les choses sont parfaitement claires. Les compétiteurs viennent, ils se présentent à la télévision, chacun avec son programme, et c'est à qui mieux puisse faire adhérer le peuple à ses opinions. Ce n'est pas un adjudant comme ça, un inculte qui vient nous imposer ses points de vue. Merci. Des blatères. La prochaine fois, moi je lui recommanderais de sortir avec sa tenue de combat, un casque de guerre et un fusil sur la table pour venir vous parler, parce que nous sommes des ennemis. On ne peut pas continuer comme ça. Merci Adel Jabbar, au plaisir de vous retrouver. Yahya Bonouar, le mot de la fin vous revient. Comme on ne manquait pas d'arguments contre la stratégie et le discours de Gaïd Salah et des généraux qui l'entourent, il vient d'en rajouter un autre. Oui. S'il y avait encore des gens qui pouvaient croire en l'élection que veut préparer le commandement militaire et Gaïd Salah, l'arrestation de Karim Tabou vient de mettre à nu tout ça et de jeter à la poubelle cette élection. Qu'est-ce qu'ils peuvent lui reprocher? C'est un monsieur qui manifeste de la façon la plus pacifiste qui soit, qui appelle à la selmiya. Ah non, ils peuvent lui reprocher. Ouais, il ne supporte pas la critique. Il ne supporte pas l'avis différent. Et encore moins l'avis opposé. Ils ne supportent rien. Ils ont la force, ils ont les armes. Ils ont toujours dirigé par les armes, par la force, par la justice, par la prison. Et voilà, donc on va voir où ça va mener, mais bon, ils sont en train de s'enterrer, continuer comme ça, c'est exactement ce que... Quelle doit être la réaction? Alors la réaction, entre-temps, on a pu un petit peu communiquer. Moi, je profite de ma présence ici, au moment où cette... je rappelle que dans le moment où vous êtes en train de participer à l'émission, vous étiez tout à l'heure sur votre portable en train de... Oui, donc la réaction, déjà en Algérie, je pense que les Algériens vont lui montrer la réaction le vendredi dans les rues d'Alger et de toutes les grandes villes. Ici, moi, je profite de ma présence pour appeler pour demain à un rassemblement. Alors, j'appelle toutes les associations, tous les collectifs, tous ceux qui, chaque dimanche à République, participent, à nous rencontrer demain, en rassemblement demain, devant l'ambassade d'Algérie à Paris, entre 16 et 19 heures, les gens travaillent, c'est une journée de travail. Pour marquer le coup, ce sera un premier rassemblement. On s'y retrouvera et pour organiser le reste. Mais déjà, demain, vous allez pouvoir avoir les autorisations d'ici demain? Il y a, dans les pays démocratiques, ce n'est pas des autorisations, ce sont des déclarations. Oui. Et il y a des procédures d'urgence qui se feront la nuit par Internet quand il y a des urgences comme ça. Et ce n'est jamais des autorisations, c'est des déclarations. Voilà, donc c'est le système déclaratif. Donc j'appelle tous les militants et puis les autres qui se sentent concernés directement ou indirectement par l'arrestation de Karim Tabou. On se retrouve demain entre 16 et 19 heures à l'ambassade d'Algérie à Paris. Métro, j'ai oublié, mais bon, vous tapez sur Google et vous aurez l'adresse. Et ce sera un lieu de rassemblement pour protester et un lieu de rencontre pour organiser la suite. Je vous remercie pour m'avoir permis de lancer cet appel. Merci Yahya Bonouar, merci Sofiane Jilali, merci Fatih Titouche, merci Adel Jabbar, merci Salah Dabouz, merci à vous chers amis. Je veux juste rappeler, comme nous le faisons à chaque fois, qu'il faut être très vigilant. Le régime est dans l'impasse. Il a des réactions de fauves blessés. Il veut provoquer la violence pour se donner le beau rôle, celui du sauveur de la République. Et nous connaissons déjà la musique. Il n'est pas dans l'intérêt de notre pays de verser dans une quelconque violence. Toutes nos manifestations doivent rester absolument pacifiques. Et notre credo, notre première profession de foi, notre slogan central, c'est Silmiya, Silmiya. Nous ne les laisserons jamais nous entraîner dans la violence parce qu'il y va de la vie ou de la mort de notre propre nation. Merci à vous. Qawala khair, salama.